Bonjour à tous, bienvenue sur Cut It, l'émission qui met en lumière l'univers de la coiffure en France. Aujourd'hui, je suis avec Clara, qui s'est fait connaître pour ses dégradés au ciseau sur les réseaux sociaux. Et elle est également championne du monde. Clara, comment ça va? Ça va super, et toi? Ça va super bien. On va aborder déjà dans un premier temps son parcours, comment tu es rentré dans le milieu de la coiffure. En plus, c'est sympa parce que toi, tu as toujours voulu faire ça. Donc, restez bien dans l'émission si vous voulez savoir son parcours, son évolution, jusqu'à devenir quintuple championne du monde dans différents domaines, dans différentes catégories. Déjà, dans un premier temps, pour les gens qui ne te connaissent pas, présente-toi rapidement. Donc moi, je m'appelle Clara, j'ai 24 ans et j'ai commencé la coiffure il y a bientôt 10 ans. Aujourd'hui, je fais principalement du chignon et de la coupe-homme. Et pendant mes années d'apprentissage, j'ai aussi participé à beaucoup de compétitions et des compétitions nationales et internationales. Qu'elle a gagné. Que j'ai parfois remporté. Bon, elle est humble. C'est bien, c'est une bonne qualité. Donc, ton parcours, tu commences dès petite, vers l'âge de 11 ans à peu près, c'est ça? Tu commences à t'entraîner sur des copines à l'école, pendant les récréations, etc. Sur des têtes à coiffer, tu m'as dit. Comment elle devient cette passion-là, des petites Alors à la base, c'était avec ma grand-mère où elle avait commencé à me faire des tresses et à m'apprendre les tresses. Donc là, je pense que je devais avoir 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, après, je suis devenue fan et je demandais tout le temps à ma mère, pour le coup, de m'en faire. Et j'en faisais partout sur ma tête. Et du coup, pour l'aider, moi, je faisais tout ce qui était à l'avant, mes cheveux à l'avant, et elle faisait l'arrière, mais j'en faisais, je sais pas, au moins une 50aine, je pense, même plus. Parfois, on y passait bien 2-3 heures. Et puis après, ouais, en primaire, dans la cour de récré, je coiffais toutes mes copines et tout, donc je savais déjà que je voulais faire ça à ce moment-là. C'est fou de savoir aussi tôt ce que tu veux faire. En général, tu sais, quand t'es petit, tu dis ouais, je vais être policier, je vais être médecin, je vais être ceci. Après, ça part. Après, ça passe. Sauf que toi, c'est resté, du coup. Ouais, du coup, c'est resté. Au début, mes parents, ils pensaient que ça allait passer. Parce que, voilà, quand t'es enfant, parfois, ça peut changer. Et au final, au collège, ils se sont rendus compte que ça changeait pas. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'était quand j'étais en 4e et je disais toujours que je voulais être coiffeuse. Il m'avait dit, dans ce cas-là, tu vas aller faire un stage dans un salon de coiffure pendant les vacances scolaires, parce que quand tu es au collège, en fait, tu peux demander des conventions de stage à ton collège pendant les vacances scolaires. Je savais même pas. Moi non plus. À ce moment-là, parce que je sais qu'il y a le stage de 3e, mais du coup, toi, c'était avant ça. Ouais, c'est ça. C'était avant, c'était en 4e. Et à l'époque, je savais pas, mais ma mère, elle le savait, elle s'était renseignée. Et du coup, c'était pendant les vacances d'été. C'était en juillet, j'étais allée faire un stage. Donc pas de vacances pour toi? Si, j'en avais eu après. si, ça allait. Mais en tout cas, je l'avais pas mal vécu de pas partir en vacances aussitôt que d'habitude. Et donc, j'avais fait un stage dans un salon indépendant, un petit salon où il y avait juste un patron et une salariée. Et en fait, c'était le salon dans lequel mon père allait se faire couper les cheveux avant. Et c'était un salon qui était à peut-être 2 villes de chez moi. Donc voilà, j'avais fait ce stage-là et j'avais adoré. Et ensuite, donc vient le stage de 3e. Donc je savais que je voulais faire encore dans un salon de coiffure. Et pour changer, donc j'avais fait à ce moment-là dans un salon franchisé pour voir autre chose. Ok, pour voir autre chose. Et ça s'est bien passé aussi? Et ça s'était très bien passé aussi. Donc t'as eu 2 bonnes expériences? C'est ça, 2 bonnes expériences. Et même pendant les stages, j'avais appris plein de choses, même sur la théorie. Ils avaient pris le temps d'essayer de me faire évoluer, on va dire, en quelques jours. Tu avais quoi, 14-15 ans, un truc comme ça? Donc le premier stage, ouais, c'est ça, en 4e, je devais avoir 13-14, quelque chose comme ça. Et ensuite, le stage de 3e, un petit peu plus vieille. En tout cas, c'est bien que tu sois tombé sur des bonnes personnes, du coup, parce que... il y a plein de gens qui n'auraient pas pris le temps, tu vois. Moi-même, c'est peut-être pas bien ou quoi, mais il y a beaucoup de gens qui me demandent des stages ici et je peux pas forcément accepter tout le monde. Et aussi, tu as vu, j'ai eu des stagiaires où ça s'est pas très bien passé. Oui, dans les 2 sens, je pense. Parfois, dans les 2 sens, mais tu vois, quand tu prends quelqu'un en stage et qui vient et voilà, il reste assis, c'est pas ça le métier, tu vois. Donc, quand tu lui dis, vas-y, reste debout, là, intéresse-toi, machin, tu sens que la personne, elle a pas envie, ça. Ouais. Pourquoi t'es là, tu vois. C'est sûr. Donc, au moins, il sait que c'est pas fait pour lui après ça. Ouais, mais tu sais, t'en as plein, après, ils pensent quand même que c'est fait pour eux. Juste,
Pour eux, il faut couper des cheveux. Donc, ouais, je suis là, je regarde, ça me saule. Il faut passer par toutes ces étapes-là aussi. Ça fait partie de l'apprentissage. Ouais, c'est clair. Et puis après, j'avais quand même la chance d'avoir, à ce moment-là, des personnes qui s'étaient occupées de moi et qui avaient essayé de m'apprendre un peu plus que passer le balai, quoi. Donc, ils m'avaient montré directement les shampoings. Ils m'avaient appris plein de choses sur la théorie et tout. Non, mais tu vois, ça, je trouve ça bien. Cool. Je trouve ça bien, c'est honorable parce que, quand t'es patron, des fois, t'as pas forcément le temps. Et c'est bien que tu sois tombé sur des personnes comme ça parce que si t'avais eu des mauvaises expériences, peut-être que tu serais pas là aussi. Ouais, c'est sûr. Ça, si les 2 premières expériences, elles se passent pas bien, peut-être que tu décides pas de continuer par la suite. Ah oui, non, c'est sûr. Non, là, vraiment, ça m'avait donné envie de continuer. Et puis, du coup, après, j'avais convaincu mes parents d'aller direct en CAP coiffure parce que eux, à la base, ils voulaient que je passe le bac. Ouais, que t'es dans une filière générale. C'est ça. Après, c'est bien aussi pour les gens qui nous écoutent. Il y a peut-être des très jeunes ou des moins jeunes, mais c'est très compliqué de partir sur un CAP et d'après retourner sur une filière générale. Donc la plupart du temps, on va préconiser de passer d'abord par une filière générale, puis après de s'orienter en CAP. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Je savais pas du tout que je voulais être coiffeur à 14-15 ans. Comme toi, je savais pas, tu vois. Moi, je voulais être footballeur, mais j'ai floppé. Mais tu vois, moi, mes parents, ils m'ont toujours dit, si tu sais pas ce que tu veux faire, va d'abord en général et après tu rebascules. Et c'est ce que j'ai fait au final, puisqu'à 18 ans, je me suis lancé dans la coiffure et c'était beaucoup plus simple pour aller en CAP. Par contre, si tu fais un CAP plomberie, coiffure, machin, et qu'après tu veux passer dans le général, là, c'est plus compliqué. Du coup, tu te mets d'accord avec tes parents. Il y a une petite condition pour que tu ailles en coiffure. C'est ça. La condition, c'était que je passe un BTS coiffure. Donc, que j'aille jusqu'au BTS. Donc, que je fasse CAP, BP... et ensuite un BTS. Donc j'ai accepté. 6 ans d'études de coiffure. C'est ça, 6 ans. Et les gars, il y a des gens, ils font même pas ça dans les filières générales. Hein. Oui, après tu pars du coup dans bac déjà. Mais, ouais, tu fais un bac, mais il y a des gens, et après ils font même pas une licence, un master derrière. Et là, 6 ans de spécialisation dans la coiffure, il faut le faire quand même, tu vois. Ouais, et ensuite j'avais fait un bachelor, mais juste 1 an. Après le BTS, en marketing, c'est ça ? Marketing pour compléter un petit peu le cursus que j'avais fait. C'était intéressant. T'as pas fait de BM ? Non, j'ai pas fait de BM. Parce qu'après, c'est encore 2 ans. Ouais. Ça y est, t'en as eu marre. Et oui, non, c'était bien comme ça. Du coup, comment tu commences à t'entraîner un peu ? Moi, tu m'as dit que tu t'étais entraîné un peu sur tes frères. Ouais, au début... Tu les as un peu bousillés aussi. Oui, c'est normal, je pense, au début. Alors, en fait, c'est surtout que je faisais un peu des expériences dessus. Ok. Je t'avais dit aussi, par exemple, mon petit frère, je lui avais fait... D'ailleurs, j'ai la photo. Je peux regarder. Ah on va vous la mettre. Non, je pourrais pas la mettre. On fout sa tête, mais on la met. Non. Je peux te la montrer à toi, mais vas-y. C'est dans mon petit book dans lequel je mettais toutes mes créas. Non. Je lui ferais pas ça quand même. Tu l'as massacré. Non, en fait, je lui avais fait... je voulais tester une coupe que j'aimais bien, parce que j'aime bien les trucs un peu artistiques et tout. Et je voulais tester une coupe au bol. Ok. Et en plus, si t'es petit, il devait avoir 11 ans, un truc comme ça. Et après, derrière la coupe au bol, il était prévu que je lui fasse une coupe normale. Hein. Ok. Mais il avait pas trop aimé, il avait pleuré et tout. Et tu l'as rattrapé derrière. Mais oui, après, c'était prévu. Okay. Mais bon, sur le coup, il a... Et après, il est moqué à l'école. Non, parce que je l'ai pas laissé comme ça. C'était juste pour moi, pour prendre des photos et tout. Et en vrai, c'était pas trop mal ce que j'avais fait avec du recul, mais bon, il a pas aimé l'expérience. Il n'a pas adhéré à l'expérience. Du coup, après avoir convaincu tes parents et avoir fait pas mal d'expériences sur tes frères, tu te lances dans le milieu de la coiffure, donc officiellement. Tu commences ton CAP coiffure, que tu obtiens facilement. Oui, après, j'étais bien entourée. Du coup, j'ai fait mon CAP coiffure dans le salon dans lequel j'avais fait mon premier stage en 4e. Ok. Donc on était 3, mon patron, ma collègue et moi, et j'avais un patron et une collègue qui étaient hyper investis et qui voulaient vraiment me transmettre les bases, et du coup j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Donc c'est bien de commencer dans des petits salons indépendants parce que du coup tu vas pas être juste là à faire des shampoings peut-être. Déjà vous étiez que 2, enfin 3 du coup avec toi. 3, ouais. Mais du coup il y a peut-être un peu plus besoin de toi, tu vois, si par exemple eux deux sont complets, qu'il y a une cliente qui rentre ou...
Ouais, c'est sûr que... Tu seras beaucoup plus sollicité, je pense. J'ai été assez rapidement, tout est relatif, mais pour une CAP, en tout cas, c'était déjà bien ce que je faisais. Et, tu faisais faire quoi ton patron, par exemple? Je sais pas si tu te souviens. Si, ouais. Ouais, tu te souviens? J'ai très rapidement fait les shampoings, évidemment, tout ce qui était rinçage de couleurs, émulsion, application de coloration, coupe-hommes. J'ai commencé par les coupes-hommes et ensuite j'ai fait les coupes-femmes. Ok. Mais ça, t'avais quel âge? 16 ans? J'avais, ça, 15 16. Fort, hein. Et ça va, les gens étaient pas trop réticents à... je me souviens, le premier client homme que j'ai coupé, c'est même pas mon patron qui m'a dit tu vas le faire, c'est le client qui a dit je veux quand même couper les cheveux. Ah ouais? Ouais, il a dit il faut bien qu'elle essaye à un moment donné. Et ça faisait quelques mois, je pense, que j'y étais. Et du coup, il a dit il faut bien qu'elle essaie à un moment donné. Moi, je suis prêt à laisser ma tête. Et du coup, j'avais coupé les cheveux, ça s'était bien passé. Ouais? Ouais, non, mais ça, moi, je trouve ça trop bien parce que je rencontre des gens, tu vois, que, par exemple, des fois, quand je fais du recrutement, il y a des gens qui me déposent des CV et tout. Je vois, ils sont en 2e année de BP, souvent. Et ils ont fait 3 têtes en 4 ans, genre. Ouais, et moi, ça me choque. Mais des deux côtés, hein, ça me choque du côté où le patron, je me dis pourquoi il prend un apprenti. Tu vois, si c'est juste pour balayer et faire des shampoings, je vois pas l'intérêt. Ça coûte de l'argent quand même, un apprenti, même si ça coûte moins cher qu'un salarié classique. Mais le mec, c'est de le faire évoluer, quoi. Le but, c'est de le faire évoluer, potentiellement après qu'il signe chez toi par la suite. Ouais, et même du côté de l'apprenti, je me dis, mais est-ce que tu es vraiment passionné par le truc? Parce que comment tu fais pour rester 4 ans dans un salon où on ne te fait pas du tout confiance? Ou alors tu es content d'être payé à rien faire, entre guillemets. Mais pour le coup, c'est un métier de passion. Donc si tu montres pas aussi à ton patron que tu as envie de couper, de faire des tâches comme un salarié normal. Quitte à faire des choses parfois chez toi, juste couper de ton côté, essayer de trouver des personnes, des modèles. Tu essaies de t'améliorer ou t'amènes des modèles au salon et tout. Mais j'en vois plein, tu vois, qui me disent moi je suis en 2e année de BP, ça fait 4 ans que je suis dans la coiffure et je suis pas du tout sur clientèle. Et ils ont 18, 19 ans. Et moi, ça me choque de fou. Oui, non, c'est vrai. Dans un sens comme dans l'autre. Ouais. C'est vrai que... Donc, bon. Non, moi, à ce niveau-là, j'avais quand même de la chance. Ils me laissaient faire pas mal de choses. Et puis, ils m'encadraient, enfin, tous les deux, du coup, avec ma collègue. Et après, c'était un salon assez... ils avaient leur manière de faire assez classique dans le sens où c'était... il n'y avait pas le droit aux ciseaux sculpteurs dans le salon. Genre, il y avait 0 ciseaux sculpteurs. T'en penses quoi, toi, du ciseau sculpteur? Faut pas que je le dise, parce que si mon ancien patron il m'écoute, il sera pas content. C'est vrai qu'il y a plein d'avis sur le sculpteur. Je pense que aujourd'hui, je l'utilise et je pense que c'est bien. Il faut juste l'utiliser à bon escient, quoi. Mais comme tout, en fait. Tu l'utilises sur femmes et hommes? Surtout sur hommes. Pour mes dégradés, mais pas trop sur le plateau, sur les longueurs. Ok. Voilà. Juste pour rendre un peu plus fluide le dégradé, c'est tout. Et après, ça m'arrive parfois d'utiliser sur le plateau, mais c'est très, très rare. Ouais, très, très rare. Un peu de vraiment que le cheveu s'y prête, quoi. Mais, et du coup, il n'y avait pas le droit à ça. Il n'y avait pas le droit au sabot. C'est-à-dire qu'il y avait des tondeuses, mais c'était vraiment il y avait 0 sabot dans le salon. Ouais. Mais mon patron et ma collègue, ils sortaient des dégradés vraiment beaux, mais sans... Enfin, peigne ciseaux, peigne tondeuse, sans sculpteur. Et sans ça, rien. tu penses c'est un problème de quoi? Tu vois, par exemple, même au CAP et tout, on n'a pas le droit. Tu penses pour moi, on a des outils. C'est comme si, je sais pas, là, il y a des voitures dehors, on te dit non, t'as pas le droit à la voiture, ça va trop vite, tu prends un vélo. Ouais, non, c'est une manière de voir les choses, en vrai. Et eux, ils faisaient comme ça. Je trouve ça dommage. Je pense que c'est une question d'habitude, en vrai. C'est pas moins bien ou mieux, c'est juste une question d'habitude, parce que eux, ils allaient... Franchement, ils allaient aussi vite. Ils avaient un très beau résultat. Enfin, j'ai vraiment des souvenirs de résultats qui étaient... Tu vois, mon patron, il était proche de la retraite, donc il avait quasiment la soixantaine. Et franchement, les coupes qu'il faisait, c'était vraiment beau. Ouais, vraiment. Mais par exemple, comment tu penses que toi, là, aujourd'hui, t'arriverais à faire un dégradé à blanc au ciseau sur cheveux afro, par exemple? Non, par contre, non. Non, là, ça serait plus compliqué. Non, parce que tu peux pas trop, parce que c'est pas pareil, c'est pas du tout le même cheveu. C'est pas la même texture, tu peux pas. Non. J'ai déjà un peu essayé, mais non, c'est compliqué. Ah, c'est galère. Je te mets le défi alors. Là, il faut que je m'entraîne.
Je pense que ça peut être faisable, mais ça doit être galère. Ouais, franchement, quand même compliqué, parce que du coup, il faut réussir vraiment à bien attraper les cheveux. Et tout le temps brosser. Ouais. À mon avis, pour avoir vraiment un bon résultat, je suis pas sûre. Ouais. Mais tu vois, c'est pour ça, je trouve un peu dommage qu'on mette pas... Ah oui, non, pour ça... après, si eux, ils faisaient pas une tondeuse, mais après, vu qu'il n'y avait pas énormément de clientèle qui faisait des dégradés, en plus de ça, des cheveux afro, donc je pense que pour ça qu'ils restaient avec cette technique-là, quoi. Mais, ça leur convenait. Ouais, mais après, il y a plein de techniques qui existent, et en vrai, elles sont toutes très bien, il suffit juste d'avoir la sienne, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ça te permet de voir plein de choses, et après, tu prends ce que tu as envie de prendre. C'est ça. Et après, du coup, en parlant de technique, tu as décidé à partir du BP, de changer de salon pour voir d'autres choses. C'est ça. J'imagine. Donc ça se passe comment, du coup, ta deuxième expérience Ma deuxième expérience, elle s'est très bien passée aussi. Ouais. Du coup, j'étais toujours dans un salon indépendant. Mais cette fois, c'était un plus grand salon, donc on était 7 ou 8. Et là, il y avait une partie homme, enfin coupe-homme, une partie coupe-femme et une partie technique. Okay. Donc moi, j'étais plutôt dans la partie coupe-femme. Chacun avait sa spécialité ou tout le monde faisait un peu de tout? Chacun avait sa spécialité. Et je crois qu'on n'était que 2 ou 3 à faire, et de l'homme et de la femme. Ok. Voilà. Et moi, je faisais principalement coupe-homme, coupe-femme. Et à ce moment-là, ça se passait très bien aussi. Du coup, j'ai été directement mise sur clientèle en arrivant. Tu avais un peu d'expérience déjà, du coup, de tes 2 années en CAP. C'est ça. Donc, ça s'est bien passé pour toi aussi là-bas. Ouais. Et au niveau par exemple, du management, est-ce que c'était le même management que sur ton premier salon, ou t'étais géré de la même façon ou pas du tout? Alors j'étais un peu moins encadrée, dans le sens où déjà j'avais un petit peu plus d'expérience, donc un petit peu plus, un peu moins besoin, on va dire, d'avoir le patron qui soit, ou mes collègues qui soient toujours là au cas où j'ai besoin. Ouais. Après, j'ai toujours été quand même bien managée, et après, dans mon premier salon, j'avais un patron qui était qui avait un caractère, on va dire. Il avait son caractère à dur. En fait, il pouvait être assez dur, ferme avec moi, mais quand même juste. Mais du coup, c'était bien, parce que je pense que ça m'a fait vachement mûrir sur ça. Et prendre plus de recul. Ouais, c'est ça. Tu m'avais raconté la petite anecdote du thé. Ouais. Mais c'est des trucs bêtes. Sur le coup, forcément, je l'ai pris comme ça, mais bon, j'étais jeune. Aujourd'hui, je le verrais pas du tout de la même manière. Mais oui, en fait, c'était avec une cliente qui avait demandé juste à ce que je lui fasse un thé. Et j'étais partie le préparer. Et en lui amenant, en fait, mon patron, il me regarde, parce que lui était en train de la coiffer. Et il me regarde, il me dit non, la Clara, il me manque quelque chose. Et du coup, je regarde, je dis ah bon, qu'est-ce qui manque? J'avais tout mis, franchement, la tasse, le petit chocolat, le sucre, la cuillère, il y avait tout, quoi. Et je dis je vois pas, franchement, je vois pas. Il me dit vous allez descendre et vous allez réfléchir. Moi, j'avais 15 ans en plus. Donc, je suis descendue, j'ai pleuré. J'ai cherché, mais en fait, j'arrivais pas à trouver ce qui pouvait manquer. Et en fait, il manquait je sais pas qu'on appelle ça, mais un peu la anse là, en métal à mettre sur la tasse. Et franchement, je savais pas. En plus, je pense que j'avais jamais préparé de thé de toute ma vie. Elle était entière. Je n'avais jamais bu, même peut-être. Donc, je savais vraiment pas ce qui manquait. Et des petits trucs comme ça, mais en soi, rien de bien méchant. C'est bien. Ouais. Au quotidien, après, c'était pas dans la méchanceté du tout, quoi. Mais forcément, à cet âge-là, t'es plus susceptible. Et je sortais un peu de mon cocon. Tu vois, t'es au collège. Pareil, c'est mon des bisounours. Ouais, c'est ça, vraiment. Et mon patron me disait souvent ça, mon premier patron me disait Clara, c'est pas mon des bisounours. C'est bien, ça t'endurcit. Moi, je trouve c'est... Tu sais, quand on te met trop dans des situations que positives, quand tu tombes sur du négatif, t'es là en mode... Donc, plus tu prends ça dans la gueule, entre guillemets, quand t'es jeune, c'est ça. Plus tu t'endurcis. Après, ça glisse, tu te dis, bon, ça c'est grave, ça c'est pas grave. C'est ça, exactement. Donc, non, c'est trop cool. Du coup, après ton BP, tu décides de faire un BTS coiffure comme promis à tes parents, du coup. Et du coup, c'est là-bas qu'on se rencontre. On était dans la même classe, pour ceux qui le savent pas, comme Sergio d'ailleurs. J'ai que ça, Sergio. On avait une classe de crack. Donc, du coup, le BTS coiffure, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi par exemple, est-ce que tu peux expliquer brièvement quelle est la différence entre un BP et un BTS coiffure?
Alors, le BP, du coup, c'est un niveau bac pro. Et le BTS, c'est un niveau bac plus 2. C'est la différence de base, on va dire. Et ensuite, au BTS, tu as très peu de pratique. En fait, tu as beaucoup plus de théorie. Par exemple, déjà, à l'examen, on a juste une épreuve de pratique. Et pendant les 2 ans, déjà, de préparation à l'examen, on fait très, très peu de pratique. Donc, c'est vraiment beaucoup plus de théorie. Et il y a beaucoup de matières comme de la cosmétologie. On étudie les composants des produits. Il y a des matières comme marketing, la com, tout ce qui est physique-chimie, c'est encore plus poussé. Un peu de management de projet, ce genre de choses. Donc c'est surtout très intéressant pour quelqu'un qui veut travailler dans le milieu de la coiffure, mais pas forcément en tant que coiffeur. Et ça a été ton cas d'ailleurs par la suite, pendant ton BTS. Tu as décidé d'arrêter le salon et tu es parti bosser chez L'Oréal. C'est ça. Du coup, en tant qu'analyste... Attends, je vais pas dire des conneries. J'étais dans l'analyse sensorielle. Analyse sensorielle, du coup. Ouais. Du coup, ça consiste en quoi, analyse sensorielle? Donc, l'analyse sensorielle, en fait, ça consiste à tester les produits. Donc, ça peut être des produits comme des outils en produits. Donc, moi, j'étais dans une équipe où on testait surtout ce qui était shampoing, masque, ce genre de choses, et coiffant. Voilà, j'étais pas dans la partie coloration technique. Et en fait, on teste les produits, donc un produit versus un autre. Après, ça peut être pour différentes raisons, comme par exemple une reformulation de produit, ou alors pour un produit qui va sortir sur le marché. Donc, on va tester un produit versus, je sais pas, celui de la concurrence ou un ancien produit de la marque. Est-ce que vous testez des produits aussi de la concurrence pour... ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver, ouais. Et t'arrives à avoir du taf tous les jours, genre? Et en fait, c'est vraiment une grosse organisation quand même. Donc, t'as des personnes qui sont formées pour apprendre à tester les produits. Parce que c'est un peu, je sais pas si tu connais... Alors, ça veut dire qu'au début, t'apprends à tester les produits et après, tu les testes. C'est ça, ouais. Parce que... c'est technique. Ouais, en fait, comme c'est l'analyse sensorielle, c'est-à-dire qu'il faut avoir un... Quand tu dis sensoriel, ça va être quoi? Ça va être texture, odeur? Alors, nous, on testait surtout au niveau du toucher. Ok. Et après, automatiquement, l'odeur vient. Et au niveau du toucher, au niveau de la vue aussi, du résultat. Ouais. Donc, tu testais sur des gens ou sur des... Et on testait sur des volontaires, ça s'appelait, ouais. Enfin, ça s'appelle des volontaires. Donc, c'est des personnes qui viennent, qui laissent leurs cheveux et on teste. C'est trop bien, parce que ça veut dire que du coup, toi, après, tu fais ton petit rapport, tu dis ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et ça veut dire que peut-être, au final, le produit, c'est toi qui l'as influencé. Forcément, on appelle ça des experts d'analyse sensorielle. Donc, les experts qui faisaient ça, oui, forcément, les résultats influent sur ce qui va se passer ensuite. En fait, ils travaillent directement avec les chimistes des labos. Et en fait, ils créent ensemble, on va dire, les produits, quoi. Donc c'est trop bien, donc très bonne expérience encore une fois. Ouais, c'était hyper intéressant. Puis comment tu t'es retrouvé là-dedans? Tu t'es dit je vais faire ça, genre. Est-ce que t'as eu un craquage en mode la coiffure ça commence un peu à me saouler, genre en salon, enchaîné, etc. Ou tu t'es dit je veux juste voir un autre truc? Je voulais surtout voir un autre truc. Et en plus de ça, je savais déjà dès ma première année de CAP, je savais que j'aimais bien le salon, mais que c'était pas forcément ça que je voulais faire à terme. Et je trouve ça bien déjà que sois pas dit si ça me plaît moins entre guillemets de coiffer tous les jours tout le temps, j'arrête pas tout, parce qu'il y en a plein qui arrêtent tout parce qu'ils connaissent pas les métiers qu'il y a à côté. Tu vois, ils se disent juste soit t'es patron, soit tu coupes en salon et voilà. Mais il y a plein de métiers autour de la coiffure, comme analyste sensoriel et comme bien d'autres métiers. C'est pour ça que je trouve le BTS est super intéressant. Ouais, à ce niveau-là. Mais après, si je dis pas de bêtises, tu peux pas faire un CAP et partir en BTS. Si t'as un niveau bac, si. Ouais, par exemple, si t'as un niveau bac. Moi, c'est ce que j'ai fait, ouais. J'ai pas fait de BP, moi, j'ai fait un BTS après. Ouais, mais par contre, si t'as pas de bac, tu peux pas. Non, tu peux pas, parce que le BTS, vu que c'est un bac plus 2, t'es obligé d'avoir le bac, ouais. Je trouve ça intéressant quand même, le BTS coiffure, et il y a pas trop de gens qui le font. Peut-être un petit peu plus maintenant, mais oui, c'est vrai que c'est pas forcément moi, hyper répandu. À notre époque, je dis à notre époque parce qu'on n'est pas vieux, mais c'est à 4-5 ans déjà. Ouais. Donc à notre époque, moi quand je disais je suis en BTS coiffure, les gens me disent genre ça existe. BP. Ouais, c'est pas BP, genre. Je dis non. Ouais, c'est vrai.
Du coup, en parallèle de ton BTS coiffure, c'est à partir de ce moment-là où tu te mets un peu dans les concours et tout, ou t'avais déjà commencé Avant, c'était quand j'étais en CAP. Ok. En fait, j'ai commencé par un concours qui s'appelle l'un des meilleurs apprentis de France. Ok. Et je devais être en 2e année de CAP, peut-être. J'avais envie de voir autre chose. Enfin, de voir autre chose. J'avais pas fait le tour, loin de là. Mais j'avais juste envie de me challenger un petit peu. Et donc, je me suis inscrite au concours l'un des meilleurs apprentis de France. Et j'ai raté la première fois, enfin, mon premier concours. Je suis allée au niveau national, mais j'ai pas eu le titre, quoi. Et du coup, ça m'a encore plus, je pense, motivée à continuer. C'est bien. Et après, je me suis pris aussi un peu une claque parce que t'arrives et tu vois que y en a qui ont des niveaux quand même qui sont hyper bons. Ouais. Et que t'as encore pas mal de marge de progression déjà avant d'arriver à ça, quoi. Donc, mais c'est bien que tu te dises, vas-y, j'ai envie de retenter. Et bon, j'ai pas le niveau, mais c'est ma faute, je vais bosser. Il y en a plein qui se disent, bon, laisse tomber, je suis nul et j'arrête. Ouais, alors que, en fait, faut pas se décourager. Puis en plus, c'est que le début, en vrai. Mais du coup, c'est quoi aussi qui a fait que t'aies cette mentale? C'est ton entourage? Ou c'est toi, de toi-même, t'arrives à vraiment te remettre en question et repartir Parce que c'est pas donné à tout le monde, quand même, de se challenger comme ça tout le temps et d'accepter la défaite, de repartir. Je trouve que c'est fort. Je pense que c'est un petit peu les deux. Après, forcément, j'étais bien entourée, donc aussi ça aide. Ouais. Et puis après, j'ai toujours été consciente que quoi qu'il arrive, peu importe quelle expérience, c'était toujours bon à prendre et que ça allait me faire évoluer. Donc ouais, je pense que c'était plutôt ça qui me tenait. T'as ce premier échec. Après, c'est quoi le concours d'après Donc ensuite, ce premier échec. Ensuite, je participe à une compétition qui s'appelle les World Skills. Okay. C'est les Olympiades des métiers, avant ça s'appelait. Donc peut-être qu'il y en a qui connaissent sous ce nom-là. Et les World Skills, c'est une compétition qui regroupe plein de métiers artisanaux, dont la coiffure. Et il y a une sélection régionale, ensuite nationale, et ensuite tu participes à l'international. Donc soit le niveau monde, soit le niveau européen. Et donc j'ai participé à cette compétition-là. Enfin, je voulais vraiment faire un autre concours après les MAF. Et du coup, j'étais allée voir à l'époque la responsable pédagogique de l'école et je lui ai demandé ce que je pouvais faire. Et elle m'avait dit, il y a les World Skills. Et elle m'avait dit, par contre, attention, Clara, là, c'est une grosse prépa. Ouais. Et ça va être encore plus intense que les MAF. Et en vrai, quand tu te lances là-dedans, tu poses pas trop de questions et tu te rends pas forcément compte de l'ampleur du concours. Mais finalement, c'est pas plus mal, parce que du coup, tu le découvres au fur et à mesure. T'as combien de participants à peu près ? Alors, au niveau national, c'est un représentant par région. Okay. C'est-à-dire que dans chaque région, en amont, il y a les sélections régionales. Et ça dépend vachement des régions. Il y a des régions où il y a peu de participants, des régions où il y en a beaucoup. Ils sont même obligés de faire des présélections. En Ile-de-France, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de gens, non ? Et il n'y en avait pas tant que ça à ce moment-là, au niveau régional. Okay. Et après, donc, il fallait se faire sélectionner au niveau régional pour atteindre le national. Ça se passe comment, du coup, la sélection ? C'est un petit pré-concours, genre ? Alors, au niveau de la sélection régionale, ça, c'est une compétition. Suivant les régions, ça dure entre 1 à 2 journées, à peu près. Ok. Et on va être évalué sur des épreuves, donc un petit peu de tout. Il y a ça peut être coupe homme, coupe femme, couleur par exemple, chignon. Voilà, ça s'arrête. Comme c'est que 1 ou 2 journées, en général, c'est ça qu'on fait au niveau régional. Et ensuite, c'est le ou la médaillée d'or ce jour-là qui va aller représenter donc sa région au niveau national. Et ensuite, rebelote pour le niveau national, c'est-à-dire que là, l'objectif, c'est d'être médaillé d'or national pour aller représenter son pays au niveau international. Ok, donc après, du coup, si je comprends bien, tu as un participant par région. Je suis nul. Il y a combien de régions en France ? Après, il y a aussi les dom-toms. T'as la réponse ? 12, 13, parce qu'après, il y a la Corse aussi qui est présente. Et aussi, il peut y avoir les dom-toms. Ok. Donc, en gros, tu peux te retrouver à parfois 14, 15, ça dépend si toutes les régions sont représentées, mais environ ça, quoi. Et du coup, t'as gagné.
Et donc la première fois, non. Ok. Et la deuxième Encore fois non plus, échec. d'ailleurs. C'est vrai. Et t'as recommencé encore. Mais c'est bien, à force. En fait, le truc, c'est qu'il y a une limite d'âge à ce concours. Donc c'est un peu la pression, entre guillemets, parce que tu te dis que la deuxième fois, c'était ma dernière chance, on va dire. Ok. Et donc la première fois, non, j'ai pas réussi, j'étais arrivée 5e. Et donc là, par contre, ça m'a permis d'intégrer l'équipe de France de coiffure, donc qui est un tout autre concours, donc avec une autre organisation. Ça a été repéré, ça se passe comment? Et en fait, ils avaient juste invité tous les compétiteurs qui avaient participé au national des WorldSkills à venir faire un entraînement en équipe de France. Donc c'était à ce moment-là, en janvier 2019, que j'avais participé à ce premier entraînement. Et en équipe de France, contrairement aux WorldSkills, où aux WorldSkills, en fait, t'es obligé de faire toutes les épreuves qui font partie du concours. Donc vraiment, de la coupe femme, coupe homme, couleur. Donc il suffit que tu sois pas trop allé sur faut que tu sois assez constant. T'as même de la permanente, t'as vraiment coiffure éditoriale, chignon, tout. Enfin, presque tout, parce que c'est pas possible qu'il y ait tout vraiment, mais il y a quand même une grosse partie du métier qui est représenté. Et ensuite, en équipe de France, c'est différent parce que là, quand tu rentres dans l'équipe de France, tu choisis en fait une catégorie dans laquelle tu vas concourir. Donc plutôt en femme avec les chignons, ce genre de choses, plutôt en homme en coupe, ou tu peux aussi avoir une catégorie qui s'appelle la catégorie technique. Et là, c'est des coiffures très artistiques. Ok. Voilà. Et moi, je suis rentrée par le biais des WorldSkills. J'ai été invitée en équipe de France. J'ai fait un premier entraînement là-bas et j'ai choisi d'aller en catégorie, du coup, chignon. Enfin, on appelle ça mode dame, donc chignon et coiffure détachée. Et c'est à partir de ce moment-là que tu as tout explosé, c'est ça? À partir de ce moment-là, je me suis dit, il va falloir que je m'entraîne encore plus. Et je me suis entraînée encore plus. Et puis après aussi, j'ai été bien accompagnée. On avait des très bons entraîneurs. Enfin, j'ai pu aussi, grâce à ça, pouvoir évoluer. Donc ça a duré combien de temps, cette période de l'équipe de France, pour toi? L'équipe de France, ça a duré... je suis restée 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans? Ouais, c'est ça. Ouais, il y a une limite d'âge aussi, tu m'avais dit, je crois. Et alors, l'équipe de France, non. Ouais. C'est les WorldSkills où il y a une limite d'âge. Et donc, en parallèle de l'équipe de France et du BTS, du coup, j'ai reparticipé aux WorldSkills. Parce que c'est un concours qui me tenait vraiment à cœur. Et donc, j'ai reparticipé une deuxième fois. Puis, j'ai repassé les sélections régionales. Je suis arrivée au national et donc j'ai eu la médaille d'argent. J'étais vice-championne de France aux WorldSkills. Très fort. Et du coup, ça m'a permis, donc pas d'aller aux mondiaux, mais d'aller aux euros. Ok. Et puis, grâce aux WorldSkills, j'ai pu aussi bénéficier d'une préparation qui était vraiment top. Ouais. Et bien encadrée après. Ouais, hyper bien encadrée. Et j'avais, en fait, on appelle ça une équipe métier. Donc, c'est des personnes qui sont présentes pour toi, en fait, pour te donner toutes les clés pour réussir à la compétition. Donc, dans mon équipe métier, j'avais des coiffeurs qui étaient hyper bons dans chacun de leurs domaines, quoi. Okay. Et par exemple, l'experte, celle qui m'accompagnait à la compète, donc c'est celle qui gérait justement cette équipe métier. Et elle était championne en coupe homme. Okay. Il y en avait qui étaient champions en chignon, enfin plein d'autres choses. Et d'autres aussi qui connaissaient très bien la compétition, qui étaient aussi très polyvalents dans tous les domaines. Et donc, ça te permet en fait d'avoir des entraînements réguliers avec des personnes hyper compétentes. Et comment tu arrives à allier du coup tes entraînements, la compétition et ton BTS? C'était un petit peu dur. Ouais, un peu galère. Ouais, c'était un petit peu dur. Et aussi, j'ai mal... ma compétition, les WorldSkills, où j'ai terminé du coup 2e, ça, j'avais assez mal géré ma préparation. Ouais. C'est-à-dire que j'ai un peu trop travaillé. Et je m'en suis rendu compte pendant la compète, où je me suis pas du tout arrêtée les semaines d'avant. Et je faisais que ça. Je dormais plus beaucoup. J'aurais peut-être pas fait. C'était ce jour-là où tu m'as raconté que tu t'étais juré de pas regarder les autres. Pas regarder les autres. C'était ça? Mais de toute façon, pendant cette compétition, franchement, j'y étais pas trop. Et c'était sur la dernière épreuve où ils nous avaient donné un ornement. Donc, c'est-à-dire, c'était quelque chose en fait à construire pour la coiffure, où il y avait plein de paillettes. En plus, c'était une genre de feuille avec plein de paillettes argentées.
Et fallait l'introduire dans la coiffure. C'était une coiffure un peu style défilé. Ouais. Sachant qu'en fait, on connaît pas les épreuves avant, on les découvre le jour J. Donc, tu découvres la coiffure que tu vas devoir faire et ce que tu vas devoir intégrer dedans. Et donc, on nous donne ce papier-là, qu'il fallait donc découper et tout, mettre. Et t'as des points dessus, t'as quand même pas mal de points, parce qu'il fallait... Enfin, t'étais noté sur comment tu l'avais intégré, la créativité et tout. Et moi, je me suis toujours dit, bah ouais, pendant les épreuves, tu lèves pas la tête, parce que bah, tu peux être déconcentré par ce que tu vois, et il faut rester focus. Ouais. Et c'est juste les 10 dernières secondes, parce qu'en plus, c'était la dernière épreuve de 2 jours et demi de compète. Ok. Et à ce moment-là, il reste 10 secondes, je lève ma tête, et là, je vois des trucs brillants, genre... Partout. Sur toutes les têtes de tout le monde, sur toutes les têtes. Et voilà, je me suis dit, mince, j'aurais dû lever ma tête avant. J'ai complètement... Enfin, je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai complètement oublié. Et c'est des petites choses qui me sont arrivées. Mais ça, il y en a pas qu'une des choses comme ça. Tu m'as dit, du coup, tout le monde était content de finir la compète et toi, t'étais dégoûté au final. Bah, disons que t'es content d'avoir fini, mais t'as un petit peu énervé contre toi d'avoir loupé ça. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Ouais, bon, ça fait partie du jeu, mais bon, ça t'a permis quand même de... Oui, de participer aussi derrière à la compétition européenne et puis de suivre aussi les entraînements parce que donc celle qui avait fini première, qui s'appelle Laurine, à la finale National WorldSkills, elle a préparé donc la compétition mondiale. Okay. Et donc moi j'ai pu bénéficier aussi de ses entraînements à elle pour pouvoir préparer les euros et tout. Donc, et puis elle aussi m'a aidée dans ma préparation des euros, donc ça c'était vraiment génial. Et pour ceux qui se posent la question, est-ce que vous êtes payé quand vous faites les compétitions comme ça ou quand tu gagnes? C'est quoi le prix? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes beaucoup d'expérience. J'ai compris. Non, on n'est pas payé. Après, franchement, je pense que personne ne le fait pour ça, évidemment. Mais tu vois, moi, je me posais la question parce que c'est beaucoup d'heures quand même. Oui, en fait, tu t'investis sur toi, quoi. T'investis sur toi, sur tes compétences, sur l'avenir. Je sais que dans certains pays, pour certaines compétitions internationales, il y en a qui ont de l'argent, notamment parfois les pays d'Asie ou quoi. Mais nous, non, on n'a pas forcément ça. Et du coup, pour le coup, on le fait vraiment pour la passion. Tout le monde est là bénévolement. Donc, en vrai, c'est vraiment une chance. Comment ? Même les entraîneurs ? Ouais, les entraîneurs sont là bénévolement. Donc moi, toute mon équipe métier, toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette compète, ils le faisaient vraiment pour moi. C'est fou. Et du coup, en fait... tu dois être reconnaissante. Hein. Ouais, oui, carrément. C'est grâce à toutes ces personnes-là, en vrai. Ah, c'est trop bien. Et du coup, donc ça, c'était pour les WorldSkills ? C'est ça. WorldSkills. C'est ça. Et à côté, du coup, il y a quand même... c'est les championnats du monde que tu as gagné 5 fois. Oui, du coup, en équipe de France de coiffure. Donc à ce moment-là, contrairement... Donc spécialisé. C'est ça. En fait, quand tu arrives, tu choisis dans quelle catégorie tu veux être. Donc moi, j'avais choisi chignon, coiffure détachée, coiffure femme, en fait. Et cette compétition-là, par contre, c'est pas une surprise le jour J. Tu prépares ton projet, entre guillemets, des mois à l'avance. Et en équipe, tu essaies de faire en fait la même coiffure tous ensemble et tu vas la créer en groupe, la coiffure. Okay. Donc chacun met ses idées et on crée une coiffure, puis aussi avec l'appui des entraîneurs. Et on a des entraînements tous les mois ensemble, où on se voit du coup parce qu'on vient tous un peu de la France entière. Et on se voit tous ensemble pour élaborer les coiffures. Ensuite, on a des concours aussi nationaux pour que l'équipe de France sélectionne, l'organisation, on va dire, sélectionne qui va participer au championnat du monde. Okay. Et ensuite, quand tu as ton équipe qui est formée, tu dois t'entraider pour pouvoir avoir l'objectif. Ça veut dire que vous êtes tous sur une tête ? On a chacun nos têtes, ouais, c'est ça. On a chacun notre tête. On fait tous, dans chaque équipe différente, hein, bien sûr, une couleur qui se rapproche le plus possible. Aussi, l'objectif, c'est d'avoir les mêmes placements. Et parce que l'objectif final, c'est d'avoir en fait le prix par équipe. Ok. Donc, d'être champion du monde par équipe, quoi. Donc toi, t'es championne du monde par équipe ? Ouais, on l'a fait avec mes coéquipières. Incroyable. Et ça, 5 fois ? Alors, en fait, c'est différentes... donc, nous, on concourait dans 2 catégories. Dans notre catégorie. C'est un peu dur à comprendre. C'est complexe, hein. Et dans chaque catégorie, on avait 2 épreuves. Donc, en tout, on avait 4 épreuves à ce moment-là. Et donc, il y a un prix individuel par épreuve et ensuite un prix par équipe pour la catégorie dans laquelle on concourt.
Voilà, donc oui, du coup, 5 fois championne du monde, mais du coup 2 fois par équipe et 3 fois en individuel. La même année ou du coup La même année. Ok, la même année. Et après, tu t'es dit, ça y est. Et après, en fait, j'ai préparé les Euroskills, donc la compétition européenne des WorldSkills. Ouais. Donc, je me suis vraiment focus que sur ça. D'ailleurs, pour cette préparation-là, j'étais aussi chez mes parents à ce moment-là et je leur avais demandé si ils pouvaient me laisser m'entraîner sur une année. Donc, tu leur as demandé en gros, est-ce que je peux tout couper une année juste pour ce concours, c'est ça? En fait, je venais de terminer mon bachelor, je venais de terminer l'équipe de France de coiffure. Et j'allais préparer les Euroskills. Donc à ce moment-là, je leur ai demandé si je pouvais vraiment me focus sur les Euroskills. T'as un level au-dessus, ça ou... C'est différent. Ouais, c'est différent. Ouais, c'est différent. Mais vu que c'était la dernière fois que je pouvais participer à cette compétition, pour moi, c'était... La limite d'âge, c'est quoi? C'est 23. 23 ans. 23 à l'international. Donc c'est quand même assez court. Et vu que c'était la dernière fois que je pouvais les faire, je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour me préparer au mieux, quoi. Et vu que je savais que j'allais avoir plein de personnes qui allaient mettre tout en œuvre pour me transmettre leur savoir, je voulais vraiment tout prendre. Et du coup, je leur ai demandé si je pouvais prendre mon année, tout stopper et faire que m'entraîner. Et du coup, ils m'ont dit OK. Et donc, sur 1 an, j'ai fait que me préparer à cette compète. T'as gagné. Et oui, du coup, j'ai été... tellement aussi bien accompagnée que forcément ça aide. Et même lors de la compétition, en fait, tu as l'experte, ou l'expert ou l'experte, la personne qui est jurée lors de la compétition, qui est présente et qui joue aussi pour beaucoup parce que c'est elle qui te prépare et qui connaît les attentes de la compète. Et donc cette experte, elle s'appelle Léa Cabon, elle vient de Bretagne. Et voilà, c'est elle qui m'a accompagnée, donc on l'a fait. C'est fort. Déjà, félicitations, hein, franchement. Merci. Ça fait un beau palmarès quand même. Et tu recommandes aux petits jeunes, petites jeunes qui se lancent là dans le métier de passer par tout ça, passer par des concours et tout. Parce que personnellement, moi, tu vois, je te dis la vérité, je pense pas que j'aurais le... On en avait discuté, mais je pense pas que j'aurais le courage de le faire. Parce que j'aurais trop peur d'être... Je sais pas comment t'expliquer. Moi, je suis pas quelqu'un, genre, s'il y a un échec, je vais pas abandonner, loin de là. Mais, tu sais, j'aime pas l'injustice. Et je trouve que juger de la coiffure, c'est très compliqué. Tu vois, par exemple, moi, dans mon domaine, qui est le barbering, si je dois faire un concours contre quelqu'un, c'est très difficile de juger parce que, à moins qu'il y ait 2 clones avec les mêmes cheveux, la même densité, tout pareil, c'est impossible de juger. Il y a des concours qui existent, tu vois, mais par exemple, concours de fast fade, donc la coupe la plus rapide, ça va dépendre de ton modèle, la plus belle réalisation, etc. C'est pareil. Si le mec il a une tête, il ressemble à rien, ça joue. C'est vrai ou c'est faux? Ça joue, et puis parfois ça joue aussi sur l'inconscient. Mais en fait, pour cette compétition, notamment les WorldSkills, il y a vraiment un barème de notation qui est hyper complexe. Et quand on ne connaît pas, on ne se rend pas compte. Mais c'est vraiment très, très poussé. Et justement, ils essaient de faire les choses au plus juste. Et comme je t'avais dit, en plus, pour la compète, nous, on ne connaît pas du tout les modèles avant. On ne connaît pas ce qu'on va devoir faire. Donc, en fait, mais tu m'avais dit, par exemple, toi, tu es tombé sur un modèle un peu compliqué. En coupe homme, il était un peu compliqué. Après, il y a toujours... par exemple, en chignon, par contre, j'avais eu un super modèle. Et donc, voilà, après, ça compense. Et puis, de toute manière, eux, ils partent de la base que... en salon, quand tu as un client qui arrive, il veut cette coupe-là, et tu dois t'adapter et tu dois faire au mieux par rapport à lui. Et donc, du coup, avant que l'épreuve commence, il prenait par exemple en photo tous les modèles avant, pour avoir le avant et le après, pour voir en fait de quoi tu es parti et ce que tu as rendu comme travail. Pour justement, tu vois bien avant si la personne déjà, par exemple on avait la barbe, si tu vois déjà que la personne elle n'a pas une implantation de barbe facile, ou si tu vois qu'au niveau des cheveux, la texture... T'es d'accord avec moi que t'auras un moins beau résultat. Du coup, si quelqu'un a une barbe, tu vois par exemple, encore une fois, nous les latinos ils ont des cheveux bien noirs, bien... On te ramène un blond, le dégradé va pas trop se voir, tout ça. Ça va être un petit peu différent, mais l'objectif c'est
c'est qu'ils arrivent à juger par rapport à la difficulté que tu avais. Je pense qu'ils sont un peu plus conciliants. Et justement, cette épreuve-là, par exemple, de coupe-homme, c'est celle qui a le moins de points. Aussi. Donc, je pense qu'ils font attention à ça, parce qu'après, on a aussi une épreuve de coupe-homme sur tête malléable. Donc là, pour le coup, tout le monde a la même photo, on doit tous reproduire et on a tous la même base. Là, c'est juste. Là, ça, je pourrais le faire. Mais si c'est pas juste, je pense que j'aurais du mal, tu vois. Genre, je sais pas, c'est très difficile de juger. Même moi, tu vois, j'ai déjà été jury pour le Barber Connect. C'est un événement qui a lieu une fois par an dans le Sud. Et t'essaies d'être indulgent parce que voilà, quand tu connais un peu le métier, tu sais très bien que bon, lui, il a tel modèle, lui, il a tel modèle. Si tu choisis ton modèle encore, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Mais quand on choisit ton modèle pour toi, c'est plus compliqué. Oui, c'est sûr. Là, nous, c'est tiré au sort. Donc après, c'est... c'est toi ta chance. C'est ça. Puis après, même si t'as pas un super modèle, il faut pas... Enfin, il faut vraiment... Faut pas paniquer, faut pas... Non. Enfin, il faut se dire, je vais faire le maximum, justement, pour... Et puis, de toute manière, en vrai, chacun des modèles a aussi ses imperfections sur son crâne. Bien sûr. Chacun a... Et c'est l'objectif, quoi. D'où ça t'est venu, genre, parce que là, ça fait beaucoup de challenges quand même. Genre, t'as fait pas mal de trucs. T'as 24 ans, c'est ça, tu m'as dit. T'es passé par un CAP, après un BP, un BTS, bachelor. T'as fait des concours, t'as bossé en salon, t'as bossé dans le... Comment on dit ça, cosmétologie. En analyse sensorielle. Mais c'est la partie cosmétique, du coup. On considère ça dans le... Oui, on peut dire ça. Mais du coup, pourquoi tout ça, alors que tu pourrais faire juste ton petit truc, tranquille, aller en CAP, BP, faire ton apprentissage et bosser juste en salon? Je pense qu'à la base, comme je t'ai dit, je savais que j'avais envie de voir plein de choses. Et je savais qu'il y avait plein de choses que je connaissais pas et qui existaient. Donc ça a commencé comme ça. Et puis après, c'est un peu une drogue, quoi. Tu sais, tu commences un concours, tu commences à voir quelque chose qui change. Et en fait, tu te dis, mais j'aime trop faire ça. Donc tu as envie de continuer. Et ainsi de suite. Enfin, L'Oréal, l'opportunité s'est présentée comme ça. Et j'ai adoré. Et ainsi de suite, tu rencontres des gens, en fait. Et le fait de faire des compétitions, je trouve que ça aide vachement aussi à développer son réseau. Et tu rencontres plein de monde hyper passionné et passionnant. Donc, je pense que c'est vraiment ça, au fur et à mesure, qui te motive. Et puis après, j'avais aussi ma famille qui était très présente. Et ça aide vachement. Ça aide vachement. Moi, franchement, aussi, ma famille, ils sont toujours là en train de me pousser, m'encourager et tout. Donc, forcément que ça aide. Ça, t'as envie de le faire pour eux, t'as envie de le faire pour toi aussi. Mais t'as toujours envie de te dépasser. Et moi, je sais que c'est pareil, tu vois. Une fois que j'ai accompli un truc, j'ai envie de passer au prochain. Bien sûr. Et c'est toujours ce truc-là d'avoir du nouveau, du neuf. Et c'est une petite adrénaline. Et ça, je trouve ça cool de l'avoir. C'est ça. Et puis aussi, le fait que mes parents m'avaient fait confiance pour que j'aille en coiffure directement après la 3e. Donc, moi, je voulais leur rendre aussi. Ouais, voilà, je pense inconsciemment un petit peu. Et aujourd'hui, ils sont contents. Oui, ça va. Ça va? Oui, non, ils sont contents. Franchement, il y a de quoi. Du coup, après toute cette partie concours, les études, etc., tu décides de trop challenger encore. Oui. Et tu décides de te mettre un défi de partir aux États-Unis. C'est ça. D'où vient cette idée? J'avais envie de voir aussi une nouvelle expérience. Et en plus de ça, j'avais un pote qui, lui, avait l'habitude de partir aux États-Unis. Et donc, j'étais déjà allée là-bas quelques fois. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas tester l'expérience là-bas. Donc, j'ai terminé avec cette année où j'ai préparé les Euroskills. La compétition est passée, donc c'était en septembre 2023. Et à ce moment-là, je me dis, je vais partir 2 mois aux États-Unis pour trouver un travail. Donc, je suis allée là-bas. J'ai fait un peu la tournée des salons que j'avais trouvés sur Internet. Et j'ai donc trouvé un salon qui était prêt à me prendre en faisant les démarches de visa. Ok. Donc, à ce moment-là, c'était donc en décembre. Je suis rentrée en France et ensuite, on a lancé les démarches parce qu'il fallait un avocat et tout. Ouais, tu m'as expliqué, tu voulais un visa spécifique. C'est ça, un visa un peu compliqué à avoir. Mais l'avocat était assez confiant. Et donc, en janvier, on a lancé ces démarches-là.
Et je savais que si ça se faisait, ça allait pas se faire avant 6 mois, quoi. Donc j'avais un peu 6 mois pour m'occuper, on va dire. Ouais. Et quand j'étais aux États-Unis, la patronne que j'avais trouvée, elle m'avait dit qu'il fallait que je développe plus mes réseaux sociaux. Voilà. Et du coup, pendant les 6 mois, je me suis dit, là, c'est le moment de développer un peu. Parce que là-bas, ça fonctionne beaucoup grâce aux réseaux sociaux. C'est un peu différent de la France. Là-bas, il y a des salons, il y a 20, 30, 40 coiffeurs. C'est ça. Et après, je sais pas dans la coiffure femme et coiffure mixte comment c'est, mais nous, chez les barbeurs, en tout cas, il y a beaucoup d'indépendants. C'est-à-dire que tu as des salons où c'est que de la location de siège. Donc, comment tu vas te démarquer et tout C'est ça. Ouais. Là, c'était ça. Hein. Il y avait peut-être 20 coiffeurs. Ouais. Je pense. C'est énorme. Dans le salon. Mais pour eux, ça leur semble. Ouais, limite, c'était un petit. Enfin, ouais, c'est peut-être pas un petit salon, mais c'est la moyenne, quoi. Et oui, là-bas, c'est différent parce que déjà, ils sont payés à la commission. Donc, en fait, ils touchent une partie sur chaque prestat qu'ils font. Et en plus, ça, ils ont le type, par contre, le pourboire qui est directement pour eux. Donc, c'est un peu différent. Tu rentres en France, t'as les 6 mois là, de délai pour avoir l'acceptation ou non de ton visa. Tu te dis, vas-y, je vais commencer à développer mes réseaux sociaux. Tu mettais rien du tout À la base, je mettais un petit peu, mais vu que j'étais souvent en compète, déjà, je prenais pas le temps du tout de le faire. Et c'est dommage, t'as pas la tête à ça, en vrai. Ouais, mais c'est dommage parce que c'est pas tout le monde qui est champion du monde ou, tu vois, genre, de mettre ça en avant aussi, je pense que... Oui, mais c'est vrai que tant que t'as pas vraiment fini les compétitions, j'avais pas trop la tête à ça. Même je me souviens, Sergio, souvent, il me disait Clara, vas-y, faut que tu mettes sur les réseaux et tout, je suis sûre que ça peut marcher. Ouais, Sergio, il avait tout capté, en vrai. Il était grave à fond là-dedans. Oui, carrément. Et je me souviens, je disais, je verrai plus tard. Mais au final, tu vois, je prenais pas le temps. Et donc là-bas, oui, la patronne m'avait dit aux États-Unis, faut que tu développes tes réseaux parce que ici, il y a 20 coiffeurs. Et quand une cliente vient, moi, je lui propose les coiffeurs qui peuvent lui correspondre. Mais s'il y en a plusieurs, c'est elle qui va choisir et elle va regarder tes réseaux, quoi. Et du coup, elle m'avait dit, il faut que tu travailles dessus. Et donc, c'était en rentrant, c'était en décembre, justement. C'était vers Noël et à ce moment-là j'allais couper les cheveux de mon petit frère parce que du coup ça faisait 2 mois que j'étais partie. Il m'avait attendu donc je me suis dit je vais faire peut-être une vidéo pour les réseaux. Je vais commencer par là et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire qui change un petit peu. Et je me suis dit peut-être un dégradé au ciseau, full ciseau. Et en plus, je rigole parce qu'il y a une anecdote. T'as triché, bien joué. Non. Enfin, d'une certaine manière, oui. Ah ouais? Non, pas sur la coupe. Mais en gros, si tu veux, la dernière fois, je n'en ai pas parlé parce que déjà que je demande à mon petit frère, c'était ok que j'en parle, tu vois. Ouais. Mais en gros, si tu veux, mon petit frère, quand il a chaud ou quoi, quand je lui coupe les cheveux, si je lui frotte l'oreille, il a l'oreille qui devient vachement rouge. Ok. Et en fait, à ce moment-là, j'avais pas fait gaffe, mais pendant la vidéo, il avait l'oreille rouge écarlate. C'est vrai? Ouais, mais vraiment, en fait, tu vois que ça. Et du coup, à la fin de la vidéo, j'avais fait le montage et tout. Et on se disait, mais non, c'est pas possible, franchement, on peut pas la poster, genre. Tu veux encore la vidéo ou... je pourrais te montrer, mais à toi. On va vous la mettre. Non. Et vraiment, c'était flagrant. Rouge. Ah, mais rouge écarlate. tu voyais que ça. Limite, tu voyais même plus ce que je faisais. Ah ouais? Non, j'abuse. Mais pour le coup, ça se voyait. En plus, je pense avec la lumière, aussi, ça accentue encore plus ça. Et du coup, on s'est dit, non, c'est mort, on va pas la mettre, franchement. Parce que si jamais... en plus, à un moment donné, je me suis dit, au pire, de toute façon, j'avais, je sais pas, sur mes reels, je faisais peut-être 2000 vues, ce qui, moi, je trouvais... déjà, ça très bien, en vrai. J'étais hyper contente. Sur les trucs basiques. Et du coup, je me suis dit, au pire, écoute, tant pis, je la mets. Et c'est lui qui m'a dit, non, tu la mets pas. Et en fait, j'ai mon grand frère qui est graphiste. Ok. Et donc. Bien vu bientôt. C'est ça. Donc, en fait, je lui ai demandé si je pouvais pas faire quelque chose. Ok. Et il a réussi. Au début, il m'a dit, ouais, non, c'est mort, beaucoup trop compliqué. Ouais. Et en fait, il a réussi à le faire. Alors, si on se concentre sur la vidéo, tu vois que l'oreille de mon petit frère, elle a l'air un peu genre moisie, la couleur. Elle a touché un peu la colorimétrie de la vidéo, c'est ça? Mais en fait, quand tu sais pas, ça se voit pas. Et du coup, grâce à lui, j'ai pu la poster. Mais franchement, sans lui, je pense que je l'aurais même pas mise. C'est vrai? Ouais.
Ouais, tu peux faire des petits réglages couleurs. Bah là, il avait dû carrément, enfin, je sais pas quel logiciel il avait utilisé, mais du coup, il a réussi à le faire. Il a galéré, mais il a réussi, ouais. Putain. Ouais, sinon, tu devais recommencer la vidéo, quoi. Enfin, ouais, il aurait fallu attendre que ça pousse. Enfin, je l'aurais même pas posté, de toute façon. Ouais. Et heureusement, parce que si je l'avais posté comme ça en me disant, bah, au pire, c'est pas grave, de toute façon, c'est juste les personnes qui me suivent qui vont l'avoir. Bah, je pense qu'elle aurait fait le buzz dans un mauvais sens, quoi. Dans un mauvais sens. Et du coup, cette vidéo-là, c'est ta première vidéo qui explose? Oui, c'est ça. Elle a fait combien de vues, combien de j'aime? Celle-ci, donc à ce moment-là, je sais pas, je crois que j'avais peut-être 2000 abonnés. Non, même pas, peut-être un peu moins de 2000. Et elle a fait 5 millions, je crois, de vues. C'est énorme. Et elle m'a fait gagner, je crois, 40 000 followers. D'un coup, comme ça, boum. En 3 mois, ouais. Et des gens, ça fait 5 ans, ils sont sur les réseaux, ils n'arrivent pas. Ouais, mais enfin, en vrai, autant ça aurait pu pas marcher. Enfin, c'est vraiment l'algorithme. T'as apporté un truc. Même moi, j'étais tombé dessus, tu te rappelles, je t'avais envoyé un message et tout. Je me dis, incroyable, genre. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Moi, honnêtement, tu m'as dit, tu mettais quoi, 45 minutes pour faire ça? Ça dépend. Sur mes frères, oui, je suis habituée à leurs cheveux et tout, donc oui. Franchement, après, ça peut aller jusqu'à 1h30. Par la suite, ça t'ouvre pas mal de portes quand même, parce que ça te permet. Ouais, bah en fait, par la suite, je me suis dit, bah, vu que ça plaît, j'ai continué à en faire un petit peu d'autres. Et puis, comme j'aime beaucoup les chignons, j'ai aussi continué à faire des chignons et prendre des vidéos. Et puis ouais, petit à petit, j'ai commencé à avoir quelques opportunités et donc aussi des demandes que j'avais pas forcément avant, notamment pour des formations en coupe-pomme, dégradé, ciseaux notamment, ou dégradé tondeuse aussi. Mais c'est fou ça qu'on te demande genre des formations dégradées. Tu vois, moi par curiosité, en vrai, je le ferais, tu vois. Je vais me dire c'est bon, on va faire une formation. Vas-y. Mais tu vois, est-ce que ça c'est viable en salon? Alors, c'est pas. Enfin, après, ça dépend quel prix tu mets ta coupe. Hein. Ouais. Mais je pense que c'est pas forcément viable, dans le sens où, surtout, je suis pas sûre que les clients recherchent forcément ça. Mais par contre, c'est viable dans le sens où ça peut vachement aider pour finir ton dégradé, apporter apporter une finition au dégradé et tout, le fait de pouvoir finir au ciseau. Et puis le fait de savoir le faire en entier au ciseau, du coup, automatiquement, t'es hyper à l'aise quand il s'agit juste de terminer ton dégradé juste en fondant davantage encore au ciseau. Ouais. Ça aurait pu me servir une fois ou deux parce que, tu sais, moi, pendant un moment, je partais beaucoup en déplacement pour couper des joueurs. Et une fois, je suis parti dans le sud et j'arrive là-bas et je me rends compte que j'ai oublié tous les chargeurs. Et toutes mes tondeuses, elles sont allumées dans l'avion. Et là, je me suis retrouvé en panique. En plus, c'était la première fois que j'allais couper les joueurs de Monaco et du coup... Ah ouais, mais comment t'as fait? Dieu merci, j'avais déjà un petit peu d'abonnés et tout. J'ai envoyé un message, j'ai mis une story. J'ai dit, ouais, il me faut un barbeur dans le sud là qui me ramène des tondeuses. Et je mettrai le Insta de la personne qui m'a sauvé ce jour-là. Et un petit gars, il est arrivé en scooter, il m'a ramené 2 tondeuses, il m'a fait confiance parce que tu vois, il est parti m'acheter des tondeuses, il me les a ramenées et après je lui ai payé. Il m'a sauvé ce jour-là. Il m'a sauvé. Comme quoi, voilà, ça peut servir dans certaines conditions. J'aurais mis 4 heures, mais tranquille. Du coup, après, toi, tes réseaux, tu souhaites en faire quoi? Genre, tu mets un peu ce que t'aimes dessus ou tu le vois vraiment comme une plateforme ou en mode un truc te permettre de faire des business, des trucs comme ça? Un petit peu les deux, parce que je sais qu'aujourd'hui, les réseaux, ça permet justement d'avoir des opportunités. Mais je me mets pas trop la pression. Parce que, surtout au début, quand j'ai commencé, justement, quand la vidéo a bien marché, moi, j'étais pas prête du tout à avoir un peu plus d'abonnés, on va dire. Donc, je me suis dit, mince, ça veut dire peut-être qu'il va falloir que je poste plus. Parce que du coup, maintenant, t'as une communauté. Parce que moi, à la base, je postais peut-être une fois tous les 3 semaines, une fois par mois, quoi. Quand t'avais un truc... ouais. Et donc, puis quand je prenais le temps de le faire. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mince, ça se trouve, vraiment que je mette des choses assez régulièrement. Et finalement, en fait, je me suis mis un peu la pression. Et après, je me suis dit, non, mais c'est bon. C'est pour que je sois stressée, parce qu'il faut que je pense à poster, que je prenne ce temps que, à ce moment-là, je voulais pas forcément prendre. Et du coup, je me suis dit, je fais vraiment ce que moi, j'ai envie. Et je veux que ça me ressemble. Et je me sentais pas, même de mettre un peu ma vie ou quoi. Peut-être qu'un jour, ça viendra, mais pour l'instant, non. Et du coup, je me suis dit, je reste comme ça. Je mets quand j'ai quelque chose à poster. Donc, je poste peut-être environ max
une fois par semaine, parfois deux, grand max, et je mets des stories quand j'ai quelque chose à mettre. Si j'ai rien à mettre, je mets rien. Tu mets rien. Je te prends pas la tête. Ouais, je me prends pas trop la tête. J'ai pas un planning défini et tout, donc je fais juste ça comme ça, quoi. Ok, mais c'est trop bien. Du coup, là, t'as à peu près 78 000 abonnés, je crois. T'as créé quand ton compte Insta? Mon compte Insta, mais tu sais que c'était avec toi? Mais non. Si. Non, je crois que je l'avais. Et toi, moi, tu l'avais mis. Moi, je me souviens d'un truc. Tu m'avais dessiné. Oui. Tu te rappelles? Et tu sais que je crois que je l'ai encore dans mes publications. Ah ouais, dans tes publications? Oui. Mais moi, je crois que je l'ai encore dans ma galerie. Tu m'avais fait, mais genre cheveux par cheveux. Oui. C'était dingue. Je vous mettrai la photo ici. Je vais le retrouver. C'est sûr que je l'ai. Ouais, moi et aussi, ça, tu l'avais mis sur Insta. Et je l'avais mis en publication sur Insta, ouais. Et je crois que je l'ai jamais effacé. Je crois que je l'ai encore. Ouais. C'était une dinguerie. Et mon compte, je sais plus quand je l'ai fait, mais ça devait être du coup début BTS, fin BP peut-être. Et je me souviens, c'est toi qui me l'avais mis en mode créateur. Ah oui, professionnel. Ouais, parce que moi je connaissais pas du tout ça. Tu m'avais dit, vas-y, il faut que tu le fasses. Et du coup, tu me l'avais mis. J'ai servi à quelque chose. Dans sa carrière, j'ai servi à quelque chose. Non, franchement, c'est trop lourd. Donc, du coup, maintenant, tu bosses à ton compte. Tu bosses pas en salon, tu bosses pas en tant analyse sensorielle. Tu fais quoi maintenant? Donc maintenant, je prends aussi un peu les opportunités qui viennent. Et donc, je fais toutes prestats et un peu de clientèle. Et puis, du coup, des formations aussi. Principalement ça. Et puis, voilà, vraiment, je vois ce qui vient aussi au fur et à mesure. T'as des projets là pour moyen, long terme? J'ai des idées, mais rien de concret. Très concret. Mais j'aimerais bien après par la suite entreprendre aussi un petit peu. Ça commence à te brancher, t'aimes bien ouais, après, ce sera pas pour tout de suite. Ouais. 3 à 5 ans, je pense. Pas forcément un salon de coiffure ou autre chose. Tu te verrais retourner bosser en salon Actuellement, non. Non. Actuellement, non. À la limite, pourquoi pas faire un peu plus de l'artistique, ce genre de choses. Par exemple, un peu dans l'éditorial. Ouais. Mais retourner en salon, non. J'ai bien aimé y travailler. Aux États-Unis, ça m'intéressait de voir comment ça se passait. Et en France, j'aime bien, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Et puis après, chacun aussi a ses envies, quoi. Donc, le salon, c'est top, mais je sais que c'est pas forcément pour moi, quoi. Mais du coup, maintenant, je touche un peu à tout. Et au final, les expériences que tu as pu avoir pendant ton apprentissage et même un peu après, ça t'a permis aujourd'hui d'être libre et de faire un peu ce que tu veux. Tu choisis ton planning et tu as des opportunités à droite à gauche aussi grâce au réseau, j'imagine. Oui, entre autres, ouais. Donc, tu vois, si t'étais allé aux États-Unis, peut-être que t'aurais pas fait ta vidéo, peut-être que t'aurais pas... Oui, parce que j'ai pas dit que j'avais pas eu le visa, du coup. Ah oui, parce que du coup, elle a pas eu son visa. Oui, c'est vrai. Ouais. Du coup, raconte le visa. Merci à monsieur l'avocat. C'est ça. C'est pas de sa faute, mais ouais, non, du coup, c'est l'immigration américaine qui a pas abusé de moi, donc je suis restée en France. Ouais. Et oui, après, c'était peut-être un mal pour un bien aussi, parce que, quoi qu'il arrive, si j'avais été là-bas, en soi, j'aurais eu des opportunités que j'aurais pas eu en restant ici, et vice-versa, quoi. Le fait d'être resté aussi ici, ça me permet d'avoir des opportunités que j'aurais pas eu en allant là-bas, donc... Peut-être que tu iras un jour. Peut-être. Écoute, merci beaucoup, Clara, d'être venue sur Cut It. Merci à toi de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. Tu es la première femme, du coup, à être venue dans l'émission. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Je te souhaite beaucoup de réussite pour l'avenir, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas entreprendre. Et c'est beau et c'est fort d'avoir la mentalité que tu as, surtout à ton âge. Je suis pas vu, mais... merci. Après, je pense que tu as la même vision aussi. Donc, ouais, j'essaye en tout cas Mais c'est bien, tu vois, d'avoir des gens qui font leur truc de leur côté, qui vont à fond. Et même avec tous les échecs que tu as eu et tout, ça t'a permis de rebondir par la suite et de pas lâcher. Donc, suivez l'exemple. Hein, c'est une référence. Et je vous mets tous les réseaux sociaux de Clara à l'écran. Allez tous la suivre. Et... voilà, encore plein de réussite pour la suite. Et... merci à toi, je te souhaite tout pareil. On fera peut-être merci beaucoup, et peut-être un épisode 2, parce qu'il y a encore pas mal de choses à raconter, je pense. Et là, bientôt sur Cut It, on va commencer à faire des épisodes à 3, 4. Donc, mettez dans les commentaires qui vous aimeriez voir
en tant qu'invité. Ça peut être cool de faire un épisode avec Sergio. Ah ouais, carrément. Ça va être marrant. Et je voudrais aussi souhaiter un joyeux anniversaire à Cut It. Du coup, ça fait 1 an que l'émission existe. On a eu 7 invités jusqu'à présent. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu les vidéos, je vous laisse les regarder. Et je vous dis à la prochaine, du coup, pour l'épisode 8. Mettez dans les commentaires qui vous aimeriez voir dans l'émission. N'oubliez pas de liker, de partager. Et voilà, on se dit à bientôt. C'était Cut It. Ciao.